Megwitch, bonjour. Salutations à tous. Je suis profondément honorée de vous accueillir à ce rassemblement très important sur la réconciliation ici au Canada. C'est pour honorer nos enfants et s'assurer qu'ils comprennent d'où nous venons. Voici une prière vers le Créateur pour qu'il puisse nous guider lors de cet événement très important dans les mots de la langue Anishinaabe. Megwitch. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, mon nom est Ray Coco Stevenson. On m'a donné le nom de Loup qui marche il y a plus de 35 ans. Nous allons commencer par une chanson que j'ai composée il y a plus de 20 ans. Je l'utilise comme une chanson d'honneur. Bonjour, je suis Brenda Gunn, la directrice académique et de recherche du Centre national pour la vérité et la réconciliation. Aujourd'hui marque le début de la Semaine de la vérité et de la réconciliation 2022. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour découvrir la culture des langues des peuples autochtones ainsi que l'histoire des pensionnats en incluant l'écoute de l'histoire des survivants des pensionnats eux-mêmes. Cette année, le CNVR poursuit la conversation pour se souvenir des enfants qui ont été arrachés à leur foyer et forcés de fréquenter les pensionnats. Nous voulons nous assurer que tout le monde au Canada a la possibilité d'entendre les survivants et d'entendre leur vérité, y compris la vérité que de nombreux enfants ne sont pas rentrés chez eux. L'année dernière, la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation a eu lieu après la découverte des tombes de nombreux enfants disparus. Depuis lors, les projecteurs sur l'histoire des pensionnats s'est un peu restreint, mais il est important que les Canadiens continuent d'apprendre et de réapprendre cette histoire. Cette année, nous avons l'occasion de poursuivre la conversation. La réconciliation est un long voyage et ce n'est pas un parcours que les survivants et les organisations qui travaillent avec les survivants ne devraient avoir à endurer seuls. Chaque personne au Canada a l'obligation de faire avancer la réconciliation. Cette semaine, prenez le temps d'apprendre le rôle que vous pouvez jouer dans la réconciliation. Écoutez et posez des questions. Prenez les vérités que vous avez apprises et défendez-les. N'oubliez pas de faire preuve d'empathie pour ce qui s'est passé. Merci de vous joindre à nous. Je suis la tortue. Je représente la vie nouvelle. J'ai été témoin de la création et je porte les lois du temps, de la vie sur mon dos.
Je représente la guérison, la sagesse, la spiritualité et la protection. Aujourd'hui, je vous demande de vous rappeler, de vous souvenir des enfants des passionnats et de prendre ce que vous avez appris et de le partager pour que nous puissions tous se guérir. Et rappelez-vous, avec la vérité vient la sagesse et un nouveau respect pour les générations à venir. Je suis l'aigle, je vole haut dans le ciel. Je porte vos prières au Créateur. Je représente le respect, l'honneur, la force, le courage et la sagesse. Avec les autres oiseaux, j'apporte les graines de la vie. Et pendant que nous prenons ce voyage ensemble, je veille sur les enfants, je les honore. Et je les honore, pardon, et je vous écoute, comme vous, pour écouter les messages partagés avec vous. Je suis le buffle. Je suis là pour vous guider et de vous donner de la nourriture. Je suis toujours là pour vous. Même lorsque vous êtes rappelé au Créateur et que la vie physique touche à sa fin. Aujourd'hui, je veux que vous vous rappeliez que tant de personnes sont sur un important chemin de guérison. Chacun est porteur de vérités importantes que nous devons entendre et respecter. Je suis l'ours polaire. Je suis là pour vous aider à guérir votre esprit et votre corps. La médecine de guérison que je porte vient des aînés. Je la partage avec vous pour que vous puissiez également aider les autres. Je vous demande de partager ce que vous entendez aujourd'hui et rappelez-vous, n'arrêtez jamais d'apprendre, n'arrêtez jamais d'explorer et ne cessez jamais d'aimer. Voici ma médecine. Bonjour à tous, je m'appelle Preston et je suis de Standing Mission Saskatchewan, situé dans le nord du Saskatchewan, sur le territoire du traité numéro 6 et patrie des métiers. Et aujourd'hui, je vous accueille et sur le territoire du traité numéro 6 et l'épisode d'aujourd'hui portera sur l'identité et le patrimoine. Et l'aînée Lauren McDonald partagera leur histoire et leur parcours, comment nous sommes arrivés là ici aujourd'hui. Donc, écoutez avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Ces histoires sont très réelles pour beaucoup d'entre nous. En tant que personne, deux esprits, moi-même, je comprends l'importance d'avoir des esprits inclusifs, en particulier dans les salles de classe. Nous passons la majorité de notre jeunesse dans ces salles de classe et elles façonnent un peu le monde qui nous entoure. Bonjour, mon nom est Laurie McDonald. Je suis métis de Muskeg aussi, qui est aussi connue pour Nation CRI. Au cours de mes années en tant qu'éducateur, travailleur social ou même gardien du savoir, on m'a demandé de parler du concept d'identité, du concept de personne, deux esprits. Mes histoires ont commencé ici, à Muskego, et j'ai eu besoin de... Ça m'a pris beaucoup d'années avant de revenir ici, c'était un cercle complet. Mais en grandissant, c'était peut-être 10 000 d'ici, de ce site original environ, et quand j'avais 4 ou 5 ans, quand j'ai entendu la première fois ce mot d'être spécial, je sais qu'on regarde tous nos enfants et on dit tous d'eux qui sont spéciaux, mais vous savez quoi? On m'a dit, quand vous allez grandir, il y a quelque chose que vous allez devoir, enfin, on va vous donner un chemin que plusieurs personnes ne comprennent pas. Et c'est sa grand-maman qui lui a dit ça, si j'ai bien compris. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le comprenez peut-être pas en ce moment, mais ce chemin va vous être donné en tant que c'est un don et un cadeau du Créateur. Et vous allez marcher dans deux mondes. Et ce que ça veut dire pour vous, vous allez le voir, vous allez le comprendre. Et moi, je juste vous porte attention, faites-le de la bonne façon. Donc, c'est ce que je me rappelle qu'elle m'a dit. Et donc, j'ai grandi. Donc, plusieurs années plus tard, donc mon inclinaison est devenue visible. Et, et ça fait du sens pour moi. Ça commence à faire du sens. Et c'était à ce moment, je pense que j'avais peut-être 9 ou 10 ans environ, j'ai commencé à voir que mon chemin était différent.
Donc, j'aimais les ongles, par exemple, plutôt que d'aimer les filles, par exemple. Et je ne pouvais pas vraiment comprendre les détails de tout ça à ce moment-là. Et j'ai été dans un pensionnat et c'est là où j'ai vraiment mieux compris qu'est-ce qui se passait. Aujourd'hui, les gens appellent ça, ils m'ont dit que j'étais gay, mais je savais pas ce que ce mot-là voulait dire. Mais je me rappelle également ma grand-mère, quand elle me racontait une histoire quand j'étais petit. Et j'ai fait mes propres recherches au fur et à mesure que j'avançais dans la vie. Et comme beaucoup d'autres personnes avec euh, cette orientation, vous creusez davantage et vous découvrez un peu ce que ce mode de vie est. Mais en tant qu'enfant qui grandit dans cette communauté, c'était pas sécuritaire pour moi de faire mon coming out. C'était pas sécuritaire parce que dans beaucoup de communautés et l'influence du catholicisme et de l'Église, c'était vraiment une mauvaise image peinte de tout ça et que c'était pas normal en fait. Donc ça vous frappe. Et dans notre communauté, il y en avait beaucoup et ils ont choisi d'être clandestins avec leurs sentiments, avec leur style de vie. Et pour moi, je suis restée qui j'étais, mais j'ai aussi conservé ce concept traditionnel que les écoles et les pensionnats m'ont volé. Et c'était la base de ce que j'étais, ce que ma grand-mère m'avait dit quand j'étais petit. Et je suis entrée directement au pensionnat à l'âge de 10 ans. Et après le pensionnat, à la fin du pensionnat, je suis entrée à l'université et, surprise, dans la ville d'Edmonton, j'étais dans mon élément parce qu'il y avait beaucoup de gens comme moi. Je n'étais pas le seul individu et moi je pensais être le seul ici dans la communauté. Vous grandissez en pensant que vous êtes seul, alors vous rétrécissez et vous vous cachez et vous essayez juste de continuer votre chemin. Donc, sur le même chemin que tout le monde, que les garçons jouent au hockey, les garçons jouent au baseball. Et même si moi, j'aimais pas ça, vous le faisiez. Parce que si vous ne le faisiez pas, il y aurait eu des gens qui vous voudraient du mal. Donc, j'ai donc quitté la communauté juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Et je suis revenue à la maison, mais je n'ai jamais vécu ici parce que je ne me sentais pas en sécurité. Donc, je suis allée à l'extérieur et j'ai poursuivi ma carrière en tant que professeur d'école et je me suis retrouvée. Mais ça m'a pris de nombreuses années pour saisir le fait que non seulement j'appartenais à la communauté gay, lesbienne et transgenre, mais j'étais également une personne à part entière. Je n'étais pas, je suis une personne autochtone avec un riche héritage culturel. Et c'était jusqu'à la fin des années 70 ou au début des années 80 où je me suis rendue dans la communauté de Vancouver. Et là, j'ai vu de nombreux membres des Premières Nations ayant la même histoire que la mienne, qui essayaient de fuir la communauté parce que c'était pas sécuritaire, mais en voulant conserver leur identité. Ils voulaient continuer à jouer et à chanter avec le tambour, chanter avec leur couverture à boutons et porter leur régalia et de maintenir ce sentiment d'appartenir à la communauté gay, lesbienne et transgenre, mais d'être confrontés aux mêmes stéréotypes au sein de la communauté transgenre gay et lesbienne parce que nous sommes autochtones en plus. Donc, comment vous en arrivez là? Ici, nous sommes un groupe marginalisé à l'intérieur d'un autre groupe marginalisé et pourtant, on veut quand même dire que nous sommes qui nous sommes. Donc, un groupe d'entre nous a décidé de créer sa propre organisation et nous sommes placés sous un peu les régies de la Société culturelle autochtone du Grand Vancouver et nous avons été en mesure de maintenir notre identité individuelle de peuple de Première Nation et que nous pouvions aller dans les fonctions gays, lesbiennes, transgenres avec nos couvertures de boutons, avec notre régalia et d'être des gens fiers et de maintenir quand même le fait que nous faisions toujours partie de deux communautés. Au fur et à mesure que cette organisation se développait, les gens quittaient l'organisation et se sentaient suffisamment en sécurité pour rentrer chez eux.
dans leur propre communauté ou zone urbaine dans tout le pays et ils ont commencé à créer leurs propres organisations ou chapitres. Et nous venions tous de ces groupes marginalisés, de d'autres groupes marginalisés, mais nous avions besoin de quelque chose de plus pour nous identifier, pour qui nous sommes. Chaque culture a un nom pour les gens comme nous. Les, pour les personnes CRI, ça se traduit littéralement par le fait qu'on nous marchons dans deux mondes différents avec la médecine. Donc, en tant que collectif, nous avons eu une rencontre des gens à deux esprits. Nous avons décidé de développer ce nom de personnes spirituelles parce que si vous enlevez un peu la pelure d'oignon ici, c'est ce que ça sous-entend. Nous avons deux esprits en nous. Donc, nous avons un esprit avec deux orientations ou deux persuasions, si c'est plus explicite. Donc, c'est pour ça que le concept de deux esprits est né. Nous parlons toujours des rôles dans nos communautés. Et pourtant, j'étais assis ici avec ma propre profession. J'étais donc professeur d'école. Je faisais ce que j'avais à faire. J'étais éducateur. Mais j'avais aussi un rôle. Et c'est le rôle dont ma grand-mère m'a parlé, ce rôle spirituel. Et je ne pouvais pas encore vraiment le définir. Donc, ce qui s'est passé, et je suis toujours reconnaissant pour ce point-là, c'était au plus fort de la crise du sida. Il a fallu ce traumatisme et il a fallu un incident, un phénomène mondial pour amener quelque chose vraiment au pas de nos portes, à nos pieds. Et c'est ce que j'appelle un peu l'ère du sida qui a touché les communautés. C'était non seulement la communauté des gays, lesbiennes, transgenres ou les deux esprits de la communauté, c'était tout le monde. Ce n'était pas spécifique pour nous, aux gays ou aux lesbiennes, mais ça nous a forcés à nous manifester avec nos rôles. Nous avons dû enterrer nos membres, nous avons dû faire les services et quelquefois être des acteurs de liaison entre les membres de la communauté et leurs familles et faire ce travail d'éducation. Et les gens ont dit, qu'est-ce que nous avons retiré de cette crise? Ce qu'elle a fait, c'est qu'en tant que personne, deux esprits, ça nous a fait aller de l'avant et réclamer ce rôle. Il ne s'agit plus de juste s'occuper des morts, mais des mourants, mais d'être un éducateur, être une personne de médecine, englobant toutes ces choses qui nous reviennent de droit. Nous ne savions pas comment le saisir ou le Créateur, plus ou moins, nous l'a mis au pied de nos portes pour que nous puissions travailler à la création de ce rôle. Donc, à partir de ça, à partir de cette crise et ce moment d'histoire, les membres à travers ce pays ont assumé ces rôles. Aujourd'hui, beaucoup de ces personnes, deux esprits, font des temps de subvention dans leur propre communauté, font de la médecine dans leur propre communauté et ils établissent des systèmes de soutien dans les zones urbaines. Donc, tout est là. Et ça a été un peu forcé sur nos épaules pour réclamer ce rôle. Donc, j'ai une meilleure compréhension de ce que Coco me parlait auparavant. Je suis rentrée à la maison et de temps en temps, pendant toutes ces années, quand ma sœur n'arrêtait pas de me dire, tu dois rentrer à la maison maintenant. Maman a dit que tu devrais rentrer et prendre ta retraite à la maison. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma retraite à 70 ans. Je suis rentrée à la maison. Et mon partenaire était un peu réticent à cause de ses incertitudes. Mais ça ne devait pas être le cas. Tout le monde dans cette communauté savait qui nous étions et nous avons été accueillis à bras ouverts. Vous regardez au-dessus de leur bureau. Maintenant, ici, vous avez le drapeau arc-en-ciel qui flotte au-dessus. Vous regardez l'école sur la route. Il y a un trottoir arc-en-ciel et il y a des jeunes, deux esprits ici, qui ont pris l'initiative de dire que nous sommes ici, nous n'allons nulle part. Donc, c'est sécuritaire pour eux maintenant de revendiquer cette identité, non seulement celle d'être, de faire partie de la communauté gay, lesbienne et transgenre et de tous ces autres acronymes,
Ils en font partie, mais aussi, ils ont le droit de porter la régalia que leur esprit désire. Donc, ils se sentent hommes dans leur corps et qu'ils veulent danser avec une robe à clochette, qu'ils le fassent. Donc, la même chose pour nos femmes deux esprits qui, peut-être, l'inclinaison de danser dans des costumes d'hommes, elles ont ce droit et elles le font. Et on me demande souvent, avec les aînés et les porteurs de pipe, quand ils viennent, qui passent sous leur radar, si vous me permettez l'expression, que le garçon ou la fille pose la question où il devrait s'asseoir. Parce qu'ici, les porteurs de pipe ont les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et si vous avez cette personne transgenre, où est-ce qu'elle va s'asseoir? Où elle va s'asseoir? Alors, les porteurs de pipe disent, parlez à Laurie. Et moi, ce que je leur dis à ces jeunes, ils ont le droit de s'asseoir dans l'une position ou l'autre. Nous avons la chance, et parce qu'ils ont leurs parents maintenant. Leurs parents sont leurs alliés. Leurs parents, leurs familles sont leurs alliés. Mais pour ces jeunes, pour comprendre, même s'ils ont seulement 14 ou 15 ans, ils veulent savoir où ils devraient s'asseoir dans ce cercle avec la pipe. Et moi, je leur dis, quel est où est-ce que où est-ce que votre esprit est le plus fort aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, par exemple, je me sens d'aller avec mes sœurs. Donc, allez-y. Si donc aujourd'hui, je suis donc masculin de corps, mais aujourd'hui, mon esprit est là. Donc, allez-y. OK, vous pouvez fumer la pipe si vous vous sentez plus homme aujourd'hui. Donc, notre droit en tant que deux esprits, était poussé sur le côté. On était juste considéré un peu queer. Donc, c'est vraiment un cheminement intéressant. Moi, je suis super fière et heureux parce que quand mon partenaire est décédé, la communauté a fait un rallié, s'est ralliée et a compris que nous étions mariés. Ils l'ont compris. Il est enterré ici, dans la communauté. Il n'était pas de cette communauté. Il est enterré là. Il a eu les funérailles traditionnelles pour nous. Son corps a été resté dans le tipi pendant 2 jours et il a eu ses services avec la pipe. Et les aînés sont venus, et même les aînés étaient des barrières pendant quand ils l'ont accueilli. Donc, ma famille a été très réceptive, comme l'auraient été avec leur propre beau-frère. Donc, c'était vraiment la boucle a été bouclée pour moi. Nous parlons d'identité et c'est ce dont il s'agit, c'est de rester ferme avec votre identité et de vous rappeler que vous avez un rôle et que ça peut prendre des années ou peut-être quelques mois pour vous que compreniez vraiment quel est votre cheminement et quel est votre parcours. Pour certains d'entre nous, ça prend plus longtemps que d'autres, mais pour ceux qui sont là, qui veulent entreprendre ce cheminement, c'est bien d'avoir des alliés. Les alliés peuvent être là si vous voulez faire votre coming out. C'est d'en parler à vos parents, parler à vos proches. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez parler et vous sentir en sécurité. Se sentir en sécurité, c'est le grand mot ici. Oui, si vous ne vous sentez pas en sécurité, élargissez vos cercles, allez ailleurs. Il y a des aînés des Premières Nations qui vous écouteront, qui vont vous guider. Nous sommes tous des âmes aidantes dans ce monde. Oui, donc je vais arrêter ici. Excès. Donc, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour remercier nos aînés, de deux esprits, Lord MacDonald. Merci, Moulton. Au revoir. Miigwech.